Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission sur la chaîne africaine de télévision, c'est 7Africa. Nous sommes à une autre étape et ce ne sont pas les sujets qui manquent pour nos chroniqueurs de vous livrer leur opinion sur un certain nombre de sujets d'actualité au Burkina Faso et ailleurs. Vous le savez très bien, les attaques terroristes au Burkina Faso sont poursuivies depuis la semaine dernière et à la date du jeudi 19 mai 2022, le détachement militaire de Madjouari dans la province de la Kompienga, dans la région de l'Est, a été la cible d'une attaque terroriste ayant fait plusieurs victimes du côté burkinabé. L'état-major général des armées du Burkina Faso annonce également avoir neutralisé certains terroristes. Nous allons, dans un premier temps, analyser cette nouvelle donne avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, nous avons à ma droite M. Abraham Badolo. Il est le président de l'Alliance pour la défense de la patrie, ADP. M. Badolo, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. À la gauche, j'ai M. Isiaka Ouedraogo, il est le président du Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement. M. Ouedraogo, bonjour et merci également à vous d'être là sur le plateau de la LCA. Et bonjour à vous, M. Kaboré, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Voici donc le décor planté. Alors, mesdames, messieurs, comme je le disais en introduction, le détachement militaire de Madjouari dans la province de la Kompienga, région de l'Est, a été la cible d'une attaque terroriste ayant causé la mort de plusieurs soldats burkinabés, mais aussi on enregistre des blessés. L'état-major général des armées du Burkina Faso, dans un communiqué, précise que des terroristes ont été également neutralisés avec l'appui de la base aérienne. Alors, une nouvelle attaque de trop sur les positions du Burkina Faso en plein territoire. Que se passe-t-il exactement? Les militaires au pouvoir sont-ils capables? Allons-nous avoir le bout du tunnel très bientôt? En tout cas, beaucoup d'interrogations au sein de l'opinion nationale et même internationale. Monsieur Abraham Badolo, une nouvelle attaque ayant causé la mort de plusieurs soldats burkinabés à Madjouari, c'est un détachement militaire, c'est une position burkinabé sur le territoire burkinabé. Alors, l'état-major général des armées du Burkina Faso indique que les assaillants ont perpétré cette attaque à l'aide d'obus, donc des armes lourdes. Alors, vous êtes analyste, quelle est un peu votre appréciation de cette situation? Bon, d'abord, j'aimerais présenter mes sincères condoléances aux familles des frères qui sont tombés pour la patrie et dire que nous compatissons vraiment avec ces familles-là. Mais je dirais vraiment que c'est déplorable. Vous savez, après avoir parcouru quand même pas mal de pays touchés par le terrorisme, après avoir parcouru pas mal de pays européens, j'avais tiré pour conclusion que dans le contexte actuel du Burkina, que le départ de l'ancien Roch Marc Christian Kaboré n'était pas la solution au problème du terrorisme du Burkina. C'était la conclusion que je m'étais tiré avant le coup d'État où j'ai été combattu et laminé par plusieurs personnes parce que l'analyse était simple. Pour moi, c'est une lutte de longue haleine et je peux vous dire que même il était prévisible que même après le départ de Roch Marc Christian Kaboré, les attaques allaient continuer. Et je vous dis également que il est très important pour nous de nous serrer encore plus la ceinture parce que avec ce qui se passe actuellement au Mali, les choses vont encore plus se compliquer pour le Burkina Faso. Je ne dis pas cela parce que je n'aime pas le Burkina, mais ce sont les analyses qu'on se fait aujourd'hui. Parce que vous savez que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils sont allés vers un partenaire qui est ouvert, qui les aide vraiment à combattre le terrorisme. Vous avez vu que chaque jour que Dieu fait au Mali, les FDS sont sur le terrain, ils sont en train de neutraliser, ils sont en train de combattre jour et nuit, ils sont en train de reprendre du terrain. Et
sans qu'il y ait une véritable collaboration avec les forces du Burkina Faso, les FDS du Burkina Faso. Parce qu'au stade actuel, vu que notre partenaire clé est la France et que les Maliens refusent et ils ont coupé tous les liens qu'ils avaient avec les Français, il serait difficile pour ce peuple-là aujourd'hui de collaborer avec le Burkina Faso. Donc pour revenir sur votre question, je dirais que c'est difficile, mais nous avons tous intérêt à garder espoir. Parce que sans espoir, on ne peut pas vivre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que actuellement, personne ne peut dire que le Burkina Faso n'a pas les moyens nécessaires de combattre le terrorisme. On va en reparler tout à l'heure avec vous, M. Abraham Badolo. Voilà. Donc, ce que je pourrais également ajouter, c'est que vraiment, cette dernière attaque m'amène à me poser pas mal de questions sur ce que fait vraiment le président Damiba, qui est un militaire, qui est un chef de guerre par rapport à cette situation sécuritaire. Ce sont les questions que je me pose à ce jour. Monsieur Isiaka Ouedraogo, président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, quelle est votre analyse au regard donc de ces derniers événements? Je présente également mes condoléances à toutes les familles éplorées par ces attaques terroristes. Et je pense que tous les jours, presque tous les jours, nous enregistrons en tout cas des pertes en vies humaines, tant au niveau de nos forces de défense et de sécurité, tant aussi au niveau en fait des civils. Donc je pense que pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui le Burkinabé est obligé en fait d'associer en fait les morts à sa vie quotidienne. Parce que tous les jours que Dieu fait, nous avons en fait ou des morts des militaires ou des morts des civils du fait du terrorisme. Mais vous savez, M. Kaboré, les renseignements sont un pan fondamental dans la guerre, que ce soit dans la guerre classique ou dans la guerre contre le terrorisme. Et je pense que le Burkina n'est pas démuni en matière de renseignement. Pas du tout. Pas du tout démuni en matière de renseignement. C'est les renseignements qui font la force d'une armée. Alors, si nous ne sommes pas démunis en matière de renseignement, qu'est-ce qui nous empêche en fait de savoir où sont logés les terroristes et aller vers ces terroristes? La première question. La deuxième question que je me pose, qu'est-ce qui amène les terroristes à prendre de jour en jour, à occuper de jour en jour les terrains des mains en fait de nos forces de défense et de sécurité? Est-ce une démission de la part de nos forces de sécurité? Ou bien est-ce une bravoure en fait des terroristes sur nos forces de défense et de sécurité? Moi, je ne comprends rien. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas si, pendant que, il n'y a même pas une semaine, on a plus de 20 militaires, pour en fait ne donner que ces petits nombres, 20 militaires qui ont été assassinés par des terroristes. Oui, tués. Oui. Mais, et le chef de l'État, M. Damiba, le président Damiba, se permet de prendre l'avion pour aller à Bobo-Dioulasso. Moi, je ne sais pas pour quelle raison, qu'est-ce qu'il urge pour qu'il s'y rende pendant qu'il y a un problème sur le terrain. Parce qu'il y a un problème sur le terrain. Est-ce qu'il n'y avait pas nécessité de s'occuper d'abord des questions militaires, des questions sécuritaires qui sied à nous, que de se faire le déplacement sur Bobo-Dioulasso? Alors, je me demande, est-ce que le déplacement d'un chef d'État ou du chef de l'État, M. Damiba, sur Bobo, ça coûte combien de francs aux contribuables? Oui, M. Ouedraogo, vous l'évoquez. Est-ce que ce déplacement du président Damiba, justement, dans les garnisons à Bobo-Dioulasso pour motiver, galvaniser les troupes, est-ce que ce n'est pas la réponse, justement, à sa visite à Bobo-Dioulasso? Est-ce que vous ne pensez pas que les terroristes envoient également un message à M. Damiba pour dire vous vous trompez de terrain, vous vous trompez de lutte, ce n'est pas dans les garnisons, mais c'est là où nous sommes? Mais M. Damiba, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'était pour éviter de vous dire que M. Damiba
a fait un déplacement inutile dans la mesure où ce n'est pas dans la garnison de Bobo que se trouve le combat. Ce n'est pas à Bobo que le combat a eu lieu. Et si le chef de l'État, M. Damiba, veut vraiment galvaniser la troupe, c'est sur en fait, le terrain, qu'il aille à Fada ou à Madjouari, sur le front, au Sahel, c'est là-bas, il doit y aller. Et moi, je pense qu'un bon chef militaire, ce serait en fait le déplacement le plus utile pour moi d'effectuer que d'aller à Bobo dans les garnisons. Ça, c'est une promenade. Et je pense que le contribuable souffre tellement à nos jours que nous ne sommes pas prêts à prendre l'argent du contribuable, de l'État, mettre à la disposition d'un individu pour faire en fait du tourisme. On n'est pas à cette période-là. Nous avons autre chose à faire avec l'argent du contribuable qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Vous savez très bien que nous avons un problème de trésorerie. Voilà, vous le savez très bien. Alors, rien ne marche dans ces pays. Et la souffrance des populations. On ne peut pas, par exemple, passer tout son temps à prendre des avions, mettre du kérosène dans des avions, faire des déplacements, soi-disant nous partons en fait galvaniser les troupes. Les troupes se trouvent au front. Là où ils partent, là, ce n'est pas là-bas que se trouvent les troupes. Et je pense que évitons en fait le clientélisme politique. Ça, c'est du clientélisme, ça. Ça, c'est de l'amateurisme. Ils ont pris le pouvoir pour une raison bien précise. C'est pour la sécurité, pour ramener la sécurité et ramener les déplacés internes dans leur localité et ramener l'administration dans sa zone d'occupation. Et je pense que c'est les missions qui se sont assignées. Merci, M. Ouedraogo. Il faut aussi rappeler que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu à effectuer des déplacements au front à la rencontre justement donc, de la troupe. Ça aussi, il faut le souligner. Alors, M. Abraham Badolo, on revient à vous. Alors, ces attaques du jeudi 19 mai 2022, est-ce le déplacement du président Damiba un déplacement provocateur selon les terroristes? Non, moi je dirais que ça n'a rien à voir avec le déplacement. Ça n'a pas de lien? Ça n'a aucun lien parce que chaque jour que Dieu fait, le territoire est attaqué. Donc ça veut dire que ça n'a pas de lien. En fait, c'est peut-être juste une simple coïncidence. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre est que j'aimerais vraiment que l'armée, étant donné qu'elle fonctionne sur le dos du contribuable, puisse nous éclairer. À ce jour, nous avons reçu des hélicoptères bien équipés, d'où je dirais que les hélicoptères à polémique à l'époque, où on disait que le président du Faso avait commandé des hélicoptères qu'on devrait ensuite militariser. Vous voulez dire, est-ce que déjà, vous voulez dire qu'il y a une défaillance dans l'utilisation des appareils ou, Non, non, je pense justement, moi ce que j'aimerais savoir, c'est que, j'en viens. Allez-y. On dit que ces hélicoptères ont été militarisés et réceptionnés et essayés. Et je crois que même les premières autorités de l'armée de l'air ont vraiment apprécié l'efficacité de ces hélicoptères qui ont été livrés par la société Aramco Sécurité. Et apparemment, à travers les essais, d'autres pays voisins ont même commandé ces hélicoptères. Donc, ce qui veut dire que ces hélicoptères sont fonctionnels et peuvent faire déjà le travail. Et c'est quand même, je pense que c'est plus de 5 le nombre de ces hélicoptères. Et nous avons également d'autres hélicoptères qui ont été acquis sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui sont là, qui sont des hélicoptères de combat également. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à ce jour, des individus qui se baladent en moto peuvent se lever, aller attaquer un détachement sans qu'il n'y ait une riposte de la part de l'armée de l'air. Je me pose pas mal de questions. Mais il y a eu la riposte. Il y a eu la riposte. Mais c'est toujours des ripostes en retard. Ah, d'accord. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait des morts avant d'aller riposter. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la réaction doit être automatique. Dès qu'une garnison vous alerte de mouvements de terroristes, parce que quand même ils ont des cellules de veille qui vous annoncent qu'il y a des terroristes qui rôdent à 1 km, 2 km de leur base, on n'a pas besoin de vous dire que l'hélicoptère doit automatiquement décoller. Et nous savons que nous avons des hélicoptères adaptés, équipés très rapides pour ces genres d'intervention. Vous êtes sûr? Je suis très sûr, je sais de quoi je parle parce que j'ai fait des recherches personnelles et on me l'a confirmé. Maintenant, ce que nous ne comprenons pas... De sources sécuritaires? De sources sécuritaires, je dirais. Jusqu'à ce que nous ne comprenons pas, c'est le tâtonnement
au sein de notre armée. Parce que moi, j'appelle ça du tâtonnement. Sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, nous avons insulté le président ici, nous avons traité de tout. Et son départ a suscité un peu d'espoir pour le peuple burkinabé. On s'est dit que, étant donné que ce sont des militaires qui ont pris le devant des affaires de l'État, les choses allaient changer, surtout côté sécurité. Mais non, c'est pas ce que nous constatons sur le terrain. Et citoyens que nous sommes, nous avons le droit de demander à Damiba de nous rendre des comptes. Parce que je dis, la dernière fois, j'ai dit sur ce plateau que non, si ça ne va pas, quand ça n'allait pas au temps de Roch, c'est à Roch qu'on demandait de nous rendre des comptes. Si ça ne va pas sous Damiba, je n'irai pas demander à un ministre de me rendre compte, parce qu'il n'est pas le président. C'est le président. Le président, de toute façon, c'est M. Damiba. Et c'est à lui de nous rendre des comptes. À lui d'avoir un discours sincère avec le peuple burkinabé. Vous savez, nous sommes un peuple mature. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous dise la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Burkina Faso est toujours attaqué? Pourquoi c'est nous qui perdons matin, midi, soir des frères? Pourquoi c'est nous que chaque jour que Dieu fait, nous avons des déplacés internes? Ce sont des questions auxquelles nous aimerions avoir des réponses franches de la part du président. Les gens diront que non. Quand on écoute après les émissions, les gens disent que non, apparemment vous n'aimez pas la transition, vous n'aimez pas le président Damiba, machin. Je dis non, moi le président Damiba, je l'ai croisé avant qu'il ne soit président. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Mon rôle aujourd'hui, étant donné qu'il est président, c'est de pouvoir lui dire la vérité pour qu'il puisse réussir. Et c'est cette vérité que vous lui dites, d'accord, sur ce plateau. C'est ce que je m'attelle à faire sur les différents plateaux. Moi, ce que j'aimerais à ce jour, oui, c'est qu'il y ait vraiment un diagnostic réel au sein de notre armée. Que ceux qui sont dans l'armée, qui sont fatigués, qui ne peuvent plus combattre, que le président Damiba les permet d'aller se reposer et qu'on travaille avec ceux vraiment qui sont prêts à combattre pour que nous puissions restaurer tout notre territoire. Alors, M. Ouedraogo, vous avez écouté M. Badolo. Alors, lui pense que le problème du Burkina, ce n'est pas l'armement. On en a, mais point d'efficacité. Mais vous savez, M. Kaboré, que vaut l'armement si les hommes qui sont chargés de manipuler ces armes n'ont pas cette volonté, cette volonté patriotique, en fait, de la manier. Parce qu'ici, vous savez, il y a un malaise profond dans notre armée, au sein de notre armée. Il y a un malaise. Il y a un malaise profond au sein de notre armée. Vous êtes sûr? Ben oui, mais s'il n'y a pas de malaise, je ne peux pas comprendre que des lieutenants-colonels sautent en fait des colonels pleins, des colonels majeurs aller faire un coup d'État. Alors donc c'est un coup de force. Et je vous ai bien dit ici, le coup de force c'est une entité de l'armée et en fait qui a pris le pouvoir sans le consentement de toute l'armée. Si c'est le consentement de toute l'armée, c'est l'état-major qui fait en fait le coup d'État et en ce moment toute l'armée y est impliquée. Alors donc c'est votre opinion, c'est votre façon de voir les choses. C'est ma façon de voir les choses. Pour moi, c'est un coup de force. Donc s'il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de raison qu'il puisse avoir un coup de force de ce genre. Ça, c'est un. Deuxièmement, le constat est là. Il est là, il est clair. Alors, comment se fait-il que tous les jours, depuis combien d'années, nous sommes dans cette lutte contre le terrorisme? Ça fait bientôt 7 ans que nous sommes dans cette lutte contre le terrorisme. D'aucuns diront que c'est la faute en fait de l'ancien chef de l'État burkinabé, M. Roch-Marc Christian Kaboré. Je ne le dédouane pas, je ne dis pas non plus qu'il n'est pas responsable. Il est en partie responsable en tant que chef de l'État en son temps, depuis le début en fait de la crise. Si en fait la crise, sous sa présidence, si la crise n'a pas pu avoir un dénouement, si la lutte contre l'insécurité n'a pas pu avoir son répondant au sein de notre armée, pendant qu'il était chef de l'État, il est en partie responsable de ce qui est arrivé. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable. Mais vous savez, et je pense qu'à un moment donné, et je l'ai dit souvent sur le plateau, et le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas joué véritablement son rôle de chef d'État. Parce que vous savez, quand un chef de l'État passe tout son temps à repousser les décisions, les décisions nationales, sérieuses, décision importante et qu'il doit prendre.
s'il passe tout son temps à repousser cette décision-là, à remettre ça à demain, mais ce n'est pas possible. Et c'est ce que le chef de l'État, Joseph Christian Kaboré, faisait. Chaque fois, les décisions, on repousse par rapport à telle situation, on repousse par rapport à telle situation, et nous sommes en arrivés là. Mais il n'a pas non plus été aidé de manière sincère aussi par les autorités militaires qui l'avaient entouré. Donc, pour vous, on a les armes nécessaires pour combattre les terroristes, mais les hommes ne sont pas engagés. Vous savez, ce n'est pas les armes seulement qui font la guerre. La détermination même peut faire la guerre. En Palestine, les gens ne détiennent pas des armes, mais ils combattent en fait l'ennemi israélien. Leur ennemi. Leur ennemi. Non, leur ennemi israélien. Ils les combattent. Même avec des pierres. C'est la détermination. Quelle que soit la capacité de l'homme dont vous détenez, si vous n'avez pas la détermination, si vous n'avez pas la volonté, si vous n'avez pas la rage, vous ne pouvez rien faire. Alors donc c'est d'abord la volonté d'abord, l'amour d'abord de ce qu'on fait. Mais malheureusement aussi, c'est pourquoi je vous dis, il y a un malaise au sein de l'armée. Il y a un malaise parce que si vous avez vu, même au niveau des recrutements de l'armée, au sein de l'armée, vous avez vu que quand vous prenez par exemple les années 70-80, en fait, les recrutements se faisaient sur des valeurs. Mais depuis un certain temps, les recrutements ne font pas sur des valeurs, mais plutôt sur en fait la puissance de la personne. Vous, M. Kaboré, vous êtes un homme bien placé, vous appelez, il y a un recrutement, vous appelez votre enfant délinquant qui tourne dans la cour, qui dérange les gens, vous l'envoyez là-bas. Sans aucune mesure en fait de moralité. On ne sait même pas de quelle moralité l'enfant est et tout. Voilà, on l'envoie. Alors donc, il y a eu tellement d'interventions de ces gens que notre armée aujourd'hui est pleine en fait de gens aujourd'hui incontrôlables. Et vous savez aussi, c'est un problème sérieux dans notre société. Il y a l'éducation qui compte. Mais je ne pense pas que c'est les mal éduqués qu'on envoie dans l'armée. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire les enfants les plus disciplinés qu'on envoie dans une armée parce que c'est eux-là qui sont chargés de la défense du territoire. Donc pour vous, l'argumentaire selon lequel l'insécurité Sorok Marc Christian Kaboré pour justifier le coup d'État ne convainc plus les Burkinabés. Mais non, ça ne convient pas. Ça ne convainc pas. Moi, ça ne me convainc pas. Puisque de toute façon, c'est une raison qui a été avancée par le MPSR. Mais encore, malheureusement, l'État actuel est plus critique que sous l'ère Joseph Marc Christian Kaboré. Monsieur Badolo? Non, tout à fait, parce que vous savez que les gens pensaient qu'avec l'avènement des militaires au pouvoir, les attaques allaient diminuer, les gens n'allaient plus perdre leurs enfants, leurs époux. Mais ce n'est pas ce que nous constatons sur le terrain. Pour ajouter à ce que Issaq a dit, l'armement, nous en avons. La preuve est que chaque fois qu'il y a attaque, on dit que l'ennemi a emporté du matériel roulant et des munitions et des armes emportées par l'ennemi. C'est-à-dire que le matériel, nous en avons. Maintenant, le problème également est que, moi je pense que le tâtonnement est dû également au fait que nous avons fait au moins 27 ans sans crise réelle. Parce qu'en 27 ans, notre armée était une armée tranquille. Il n'y avait pas de situation de terrorisme, il n'y avait pas de guerre, donc des gens même ont quitté, ils ont fait 27 ans dans l'armée jusqu'à aller à la retraite sans même tirer une seule balle. L'armée, c'était le RSP. L'armée, c'était le RSP. Maintenant, malheureusement, quand le RSP a été dissous, les gens n'ont pas pris le soin de remettre une unité à la taille du RSP pour pouvoir quand même contrecarrer et parer à toute éventualité. Mais à ce jour, je dirais qu'il est impératif de trouver une solution rapide. Parce que chaque jour que Dieu fait, le président Damiba devient de plus en plus impopulaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'expliquer à une veuve que c'est un militaire qui est aux affaires et que son enfant continue à tomber ou des gens continuent à mourir sur le terrain sans réaction rapide de la part de nos chefs de guerre. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pour cela, quand on critique, on dit qu'on critique. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce qui me frustre un peu, c'est que avec toute cette situation, on continue.
Malgré que nous avons plusieurs fois critiqué ici le fait que nous sommes en guerre, Damiba est venu pour faire la guerre et qu'il n'est pas normal pour lui de nommer des militaires dans des postes de direction. Mais c'est comme si nos débats tombaient dans les oreilles d'un sourd. Vous avez vu que cette semaine, ils se sont attelés encore, malgré cette situation difficile et très grave, de nommer encore des hauts gradés pour aller occuper des postes de direction, pendant que l'armée est dans une crise totale, pendant que le pays est dans une insécurité totale. Alors, pendant que nous savons qu'avec la situation, avec ce qui se passe au Mali, c'était le moment pour nous d'appeler tous les militaires à l'union, qu'ensemble, ils commencent à réfléchir à une véritable stratégie pour pouvoir contrecarrer les conséquences de ce qui se passe au Mali. Est-ce que ce n'est pas ce que le président Damiba est en train de faire appeler à l'unité des forces de défense et de sécurité en se rendant, par exemple, à Bobo Dioulasso? Monsieur Badolo, alors, vous avez effleuré un peu, vous avez demandé à ce que des solutions soient trouvées face à la situation. Est-ce que ce n'est pas justement sur cet objectif que Damiba est en ayant demandé justement la création des comités locaux de dialogue, les comités locaux de dialogue? Je vous ai dit que... Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie qui peut être vraiment la solution? Au stade actuel, pour pouvoir dialoguer, il faut être en position de force. Et nous sommes en position de faiblesse. Comment est-ce que nous allons pouvoir dialoguer? C'est difficile. Il faut se dire la vérité et pouvoir avancer. C'est bien, c'est une volonté de sa part, mais la situation sur le terrain est tout autre. Aux yeux du monde, les gens voient que chaque fois que Dieu fait, nous perdons des soldats. Des soldats sont surpris, ils tombent dans des embuscades. Ils sont même poursuivis dans leur garnison, pilonnés, tués. Tout le monde voit ça. Les terroristes ici, ils regardent la télé, ils écoutent les informations. Vous allez leur demander de discuter avec des gens qui n'ont pas la force avec eux. Ce qu'il faut, c'est la guerre d'abord, la stratégie de combat. Combattre, repousser au maximum ces gens-là hors de notre territoire et pouvoir maintenant, par la suite, demander à ce qu'il y ait un dialogue. Sinon, dialoguer en étant, de faiblesse, ça va être difficile. Oui, mais sur le terrain, il semble qu'il y a certains de nos frères qui, justement, donc, sont allés à cette aventure et qui souhaitent revenir vers la patrie, mais vous savez, on n'a pas les conditions de retour, ça nécessite quand même un préalable. Ce préalable, c'est le dialogue. Je fais juste une petite analyse. Oui. Imaginez-vous qu'on tue un monsieur qui a décidé à un certain moment, par manque de sagesse, de tuer peut-être un de mes frères. Par exemple, je prends l'exemple, terre à terre, et ce monsieur ayant tué plusieurs personnes peut-être dans le village, décide à un certain moment donné de rendre les armes et de revenir dans ce village pour être accepté comme un citoyen lambda. Vous pensez que cela est possible? On n'a pas besoin d'être un devin pour vous dire que forcément, il y aura des règlements de compte. Et comment pouvoir même déterminer la sincérité de ce monsieur? Vu tous les dégâts qu'il a déjà commis, c'est assez difficile. C'est une stratégie qui est ambitieuse, mais difficilement réalisable. Difficile, oui. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, comme je vous le dis, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on essaie. On aime tout le temps prendre l'exemple sur le Mali quand ça nous arrange, à dire qu'il faut que le peuple malien et le peuple burkinabé s'unissent derrière le président Damiba, comme ça n'est le cas au Mali. Mais là-bas, Goïta est sur le terrain. Goïta, on voit des vidéos, on nous envoie des vidéos où Goïta, même pendant que les opérations se passent, il est sur le terrain. Et c'est le Premier ministre qui fait le travail politique là-bas. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Pendant ici. Que ça tire, il est sur le terrain. Pendant que ça tire, il est sur le terrain, je vous dis. Pendant que ça tire, il est sur le terrain, il supervise les opérations lui-même. Mais ce n'est pas ce que nous constatons ici. Même si Damiba, étant donné qu'il est devenu président, au vu des risques et du pourrissement de la situation,
ne peut pas aller au front. Mais qui responsabilise des gens pour le faire? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'opération d'envergure nationale qui est menée sur notre territoire. Merci, M. Badolo. M. Ouedraogo, réagissez. Monsieur Kaboré, sachez une chose, partout où nous allons, je dis bien partout où nous allons, nos habitudes et nos caractères nous suivent dans nos valises. C'est pour vous dire tout simplement que l'homme ne peut jamais fuir sa nature. Vous savez, quand vous parlez de dialogue, mais il y a un préalable au dialogue. Et ce préalable, c'est quoi? C'est l'exemple qu'on donne soi-même. Alors, je pense que ce n'est pas la première tentative du MPSR ou du président Damiba à trouver des solutions à ce phénomène terroriste qui sied à nous, qui nous endeuille tous les jours, presque. Rappelez-vous cette décision qui avait été prise au niveau du MPSR, cette volonté de rappeler les militaires partis à la retraite en 2021, 2020, un truc comme ça. Mais écoutez, où nous en sommes? Où en sommes-nous avec cette solution qui avait été proposée? Je vous ai dit ici, les gens, au niveau du MPSR, les gens posent des actes avant de réfléchir. Je n'insulte personne, je dis exactement ce que je vois de la situation. Savez-vous, quelqu'un qui est parti à la retraite il y a une année, il y a 2 ans, vous ne savez pas ce que la personne fait de sa situation civile à l'instant T. Parce que vous avez besoin des gens, vous les rappelez sans chercher à connaître leur moralité après l'armée. Leur moralité après avoir quitté l'armée une semaine ou 2 mois, sans connaître leur moralité, vous les rappelez, les remettre des armes pour aller combattre des terroristes. Ou vous les rappelez, même si ce n'est pas pour aller sur le terrain, comme le disent certaines personnes, vous les rappelez, vous les mettez dans un bureau, alors donc pour faire un travail. Mais ce travail consiste justement à aider ceux-là qui seront peut-être sur le terrain en fait, pour combattre les terroristes. Mais vous ne connaissez pas leur moralité à l'instant T. Vous ne connaissez pas. Il y a des gens peut-être qui sont partis, peut-être même qui traitent avec les terroristes, vous ne savez pas, puisqu'il n'y a eu aucune recherche de l'information sur la personne après son départ à la retraite. Donc vous voyez même que c'est un danger même d'abord pour le système qui est en train d'être mis en place. Ça c'est un. Mais quand vous me parlez de dialogue, moi je ne comprends pas. Dialoguer avec qui? Mais si tant est ce qu'ils sont en train de dire, qu'il y a des gens aujourd'hui qui se démobilisent des autres terroristes pour en fait remettre les armes et revenir à une vie vraiment normale avec les leurs. Mais il y a une contradiction sur les faits. Et ces faits, c'est quoi? Mais pendant que des gens cherchent à dialoguer, on tue tous les jours des civils, on tue des militaires, c'est des camps c'est des détachements qui sont attaqués. Donc, il y a une contradiction. Je suis désolé, il y a une contradiction. Moi, je croirais à cette thèse si réellement il y avait une diminution de l'attaque terroriste. Là, j'allais dire, ah oui, c'est vrai, au moins, les gens sont en train de déposer les armes pour venir au dialogue. Mais avant d'arriver au dialogue, s'il vous plaît, est-ce que les gens d'abord qui sont en train, en fait, nous savons que c'est des Burkinabés. Nous savons que c'est des Burkinabés. Mais vous savez, M. Kaboré, il ne suffit pas, par exemple, d'aller attraper l'envoyé pour dialoguer avec. C'est le chef d'abord qui doit dialoguer avec les autorités. Mais ce n'est pas l'envoyé qui doit échanger avec les autorités. Si vous prenez l'envoyé parce qu'il a déposé les armes, mais son chef est là, il va recruter d'autres personnes. Mais c'est le chef qu'on doit chercher pour dialoguer avec le chef. Mais est-ce que, véritablement, eux, ils connaissent les chefs terroristes capables de mobiliser leurs hommes
à arrêter en fait ce suicide-là? Je ne sais pas. La question est posée. En tout cas, la question est posée et sur le sujet. Alors, force est de reconnaître effectivement qu'avec le président Damiba, nous sommes en train tout doucement de franchir la ligne rouge. Et c'est vraiment très important à relever au regard de la situation que nous vivons actuellement, en tout cas les Burkinabés sont apeurés. Alors, vous avez également dans le même registre la commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui séjourne à Ouagadougou, le séjour d'ailleurs plus fin, pour faire un peu le bilan donc, du suivi des actions de la transition. Et au terme donc, du communiqué final, alors il ressort que la situation n'est guère reluisante. Crise sécuritaire, vous avez également les déplacés internes, la crise humanitaire est toujours donc d'actualité au Burkina Faso et cela inquiète de plus en plus la CEDEAO et la Commission va certainement faire donc le point au chef d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce dire, M. Badolo, qu'au regard de la situation actuelle du pays, situation donc difficile selon la CEDEAO, est-ce que par exemple on pourrait s'attendre à ce que la CEDEAO revienne pour dire au président Damiba, écoutez, il faut écourter la transition? Bon, vous savez, c'est une possibilité, et une éventualité également, parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction... Est-ce qu'on doit écourter la transition pour vous? Est-ce qu'actuellement, au regard de la situation, il faut écourter la transition? Bon, vous savez, moi, je donne encore, j'attends les 5 mois de sursis demandés par le président Damiba pour vraiment faire le bilan, mon bilan personnel de la crise sécuritaire avant de pouvoir vous donner une telle réponse. Mais pour moi, à l'heure actuelle, le plus important, c'est la crise, la famine qui s'avance à grands pas, en réalité. Parce que vous savez que nous sommes en train de franchir la barre de plus de 2 millions de déplacés internes. Et vous savez que ces déplacés ont quitté leur maison, leur champ, et ce n'est pas évident avec le coup d'État que sans vraiment l'aide des bailleurs de fonds, que l'État puisse vraiment subvenir aux besoins de ces plus de 2 millions de déplacés. C'est là aujourd'hui ma préoccupation et mon plus grand souci. Parce que le problème, c'est que si nous n'arrivons pas à trouver une stratégie pour venir en aide à ces déplacés et pour pouvoir les nourrir, ne soyez pas étonnés de voir ces gens même rejoindre même le camp de ceux qui nous combattent. Est-ce que vous voyez? Donc mon inquiétude, c'est comment faire pour pouvoir nourrir aujourd'hui ces déplacés. Donc je dirais que nous attendons vraiment que un élan de solidarité avec la CEDEAO, les différents chefs d'État de la CEDEAO, pour que vraiment ils puissent nous venir en aide. Alors, vous-même, vous avez tout à l'heure dit que chaque jour que Dieu fait, il y a encore des déplacés internes, des populations se déplacent vers les localités. Alors, pour vous, ça, ce n'est pas un problème. Vous vous inquiétez tout à l'heure. L'essentiel est que la CEDEAO nous apporte des vivres. Non, parce que je vous dis, mais le problème est que si nous n'arrivons pas même à nourrir ces déplacés-là, c'est-à-dire qu'ils constituent un potentiel danger pour le Burkina. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Est-ce que vous comprenez? Si ces gens ne sont pas bien traités, bien nourris, ne sont pas étonnés que ces gens se retournent contre l'État. Alors, merci beaucoup, M. Badolo. M. Ouedraogo, est-ce qu'il faut écourter la transition comme la CEDEAO l'avait demandé pour être dans la dynamique des textes de l'institution sous-régionale? Bon, je crois qu'à ce niveau, il y a d'abord eu une mission de la CEDEAO, une mission d'information
et d'évaluation, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la CEDEAO d'abord a envoyé une mission technique d'abord, je pense qu'il y a un mois et demi comme ça. Mais voilà. Ça c'est tout récent. Non, j'y arrive. Commission. Non, j'y arrive. Ils ont envoyé une mission d'abord d'information et d'évaluation. Hein? Voilà, d'abord pour échanger avec les MPSR, d'abord pour comprendre un peu ce que le MPSR envisage de faire. Et comme le MPSR a dit que en fait, leur action sera surtout concentrée sur l'action sécuritaire, alors donc ils ont donné un certain nombre de gages à la CEDEAO. Mais ce qu'il ne faut pas occulter de vue, contrairement bien sûr à ce que beaucoup pensaient, et même quand le ministre, il y a un ministre du MPSR qui est sorti, qui a dit que le Burkina n'est pas comme le Mali. Ah non, il faut éviter de faire des comparaisons comme ça. Le Burkina ne peut même pas être comme le Mali. Alors donc, cette mission qui est venue à Ouaga en ce moment, c'est une mission, je pense, qui vient pour arrêter un certain nombre de choses. Parce que contrairement à ce que ces ministres sont sortis dire, et ce qui se passe en bas, c'est carrément différent. Parce qu'en réalité, ces ministres a voulu nous faire comprendre que les 3 ans, le Burkina ne bougera pas d'un iota en fait des 3 ans. Alors que dans la même lancée, le Burkina, lui, peut-être qu'il ne le sait pas, les MPSR étaient en train de négocier en fait une date aussi avec la CEDEAO. Voilà, donc je pense qu'il faut souvent, quand on sort pour parler, il faut avoir toutes les informations avant de sortir. Surtout quand on est membre du gouvernement. Voilà. Donc je pense que la CEDEAO a estimé que les 3 ans étaient trop pour la transition. Bon, vu les raisons bien sûr que les MPSR a avancé, la raison sécuritaire et tout, la refondation et tout, ben écoutez, la crise sécuritaire ne fait que prendre de l'ampleur. Apparemment, ils ne sont pas la solution à la crise sécuritaire. Et peut-être qu'ils sont même une cause même à la crise sécuritaire que nous vivons présentement. Parce qu'au lieu, en fait, d'enrayer le problème terroriste, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Alors donc, ici, je pense que c'est un échec total. C'est un échec total et ça ne peut pas permettre au MPSR aujourd'hui de dire à la CEDEAO, non, vous voyez les résultats que nous avons engagés, laissez-nous tel délai, nous allons en fait carrément trouver la solution au problème sécuritaire qui est à nous. Donc, ils n'ont aucune raison ici pour avancer à la CEDEAO. Ils n'ont pas de gage, pas d'argument à avancer aujourd'hui à la CEDEAO pour dire, bon, voilà en réalité ce que nous voudrions faire. Mais c'est pour dire que maintenant la CEDEAO est dans une position confortable pour dicter leur choix au MPSR, pour dire au MPSR, voilà ce que nous avons arrêté. Parce que n'oubliez pas une chose, si jamais la CEDEAO décide de mettre ses sanctions sur le Burkina, je vous assure que ces gens-là, ils vont fuir nous laisser ici, parce qu'on ne peut pas supporter. Le Mali encore a une chance avec la Guinée qui est solidaire du Mali et qui appuie le Mali. Mais vous voyez, ici, nous, on n'a pas été solidaire du Mali. Malgré qu'ils ont fait un coup d'État, on n'a pas été solidaire du Mali. On a maintenu les sanctions de la CEDEAO sur le Mali. Alors, c'est pour aussi vous dire quoi? C'est pour vous dire aussi que au niveau du MPSR, il y a en fait des chefs d'État africains et de la CEDEAO aussi qui sont en train en fait de jouer le pion. Voilà, qui sont en train de jouer leur pion aussi au niveau, en fait, bien sûr, dans notre politique interne ici. Alors, je pense que si, en fait, ils font confiance à un certain nombre de chefs d'État qui croient qu'ils peuvent, en fait, les aider, ça, c'est une erreur qu'ils vont commettre. Je pense que c'est mieux de respecter les clauses, en fait, de la CEDEAO, parce que de toute façon, nous allons en venir. Et les partis politiques, on ne peut pas, en fait, on peut pas gérer un État en excluant les partis politiques. Il faut les impliquer. Et je pense que le fait même, en fait, de mettre un peu aussi les partis politiques à l'écart, parce que qu'est-ce qui a été dit? On va aborder cet aspect tout à l'heure, justement, donc, monsieur Isiaka Ouedraogo. Alors, nous allons poursuivre dans ce débat. C'est juste une transition, situation sécuritaire toujours avec les partis politiques autrefois appelés par le président Damiba à la réserve. Eh bien, ces derniers temps, les partis politiques donnent de la voix. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, le Congrès pour la démocratie et le progrès,
Vision Burkina Faso et bien d'autres partis politiques se sont tout dernièrement prononcés sur la situation sécuritaire qui n'est pas du tout reluisante dans notre pays. Alors, remobilisation des partis politiques sur la situation sécuritaire au Burkina. Alors, Damiba apparemment a encore du pain sur la planche parce que là, c'est encore des propos qui ne sont pas du tout du goût du pouvoir. Avec ce qu'on vit aujourd'hui, les partis politiques veulent tout simplement faire comprendre à Damiba que l'heure est grave. Monsieur Badoulo. Tout à fait. Et je dirais même que c'était prévisible. Parce que s'il y avait des résultats concrets sur le terrain, je crois que les partis politiques allaient continuer à garder leurs réserves, à être sous la réserve. Mais vu que la situation ne fait que s'empirer et qu'il n'y a toujours pas une petite lueur d'espoir, c'est normal pour ces partis politiques aujourd'hui de se remobiliser et de tirer sur la cloche pour dire au président Damiba qu'il y a problème. Parce que vous savez, il faudrait qu'on se dise la vérité. Dans une démocratie, un militaire qui veut diriger un pays doit aller se déshabiller, enlever sa tenue et venir postuler peut-être à travers un parti politique ou bien en candidature indépendante pour pouvoir accéder à la magistrature suprême. Ça, c'est en démocratie. Maintenant, un homme élu qui vient, étant donné qu'il est civil, doit être automatiquement accompagné par les militaires pour que quand même il puisse l'aider dans la sécurisation du pays, étant donné que lui-même il n'est pas un militaire et il n'est pas un connaisseur. Moi je dirais que nous avons l'impression que au Burkina Faso, chaque fois qu'il y a des problèmes, il n'y a pas une solidarité des militaires autour des chefs d'État. Prenons même l'histoire du Burkina Faso. Il y a eu combien de militaires, il y a eu combien de coups d'État? Est-ce que vous comprenez? Moi, je pense qu'il faudrait dès maintenant commencer à trouver une stratégie à long terme pour pouvoir dorénavant éviter les coups d'État dans nos nations et dans notre pays. Donc, pour revenir à votre sujet, je dirais que c'est normal. C'est normal parce qu'à un certain moment, vous savez que à ce jour, il se raconte dans certains milieux que le président Damiba est issu de l'ancien régime et qu'il est venu pour restaurer les gens de l'ancien régime. Quel ancien régime? Bon, on parle du CDP ancien, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que les politiques disent. Moi, étant donné que je suis ONC, c'est leur langage courant. Donc, et quand on voit à travers certaines nominations, ça amène les gens à se dire, bon, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une main cachée? Il n'y a pas quelqu'un qui est caché derrière le président Damiba et qui lui dicte des choses, en réalité, pour ce qui concerne la gestion de son pouvoir. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, on devrait être en train d'appeler à l'union des fils et filles du Burkina Faso. La première des choses que je vais prendre comme exemple, vous avez vu qu'un journal de la place a publié, après une analyse, que quand Damiba est arrivé au pouvoir, aux premières heures, toutes les rencontres qu'il a eues, toutes les rencontres qu'il a tenues, il a exclu toutes les organisations qui ont participé à l'insurrection populaire de 2014. Donc, à travers leur analyse, il ressort qu'en réalité, Damiba est issu de l'ancien régime. C'est quelqu'un qui n'a pas digéré également la perte de pouvoir par l'ancien régime, ce qui fait qu'il travaille à exclure certaines personnes. C'est une analyse d'un journal de la place, je ne dirai pas le nom ici, que j'ai lu, et qui m'amène également à me poser pas mal de questions sur les réelles motivations du président Damiba. Je reviens sur un sujet. Nous avons vu que lors de son déplacement à Bobo Dioulasso, il y avait des pancartes avec sa photo, des t-shirts avec la photo de Damiba écrit MPSR derrière. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une campagne politique. Et moi, je me pose des questions. Le lancement de l'opération de la journée... Opération Manamana. Opération Manamana.
C'était ce que nous avons constaté, la même chose également sur le terrain. C'est des t-shirts et des pancartes et des banderoles à l'effigie du président Damiba. Moi, je pense que, à l'heure actuelle, je pense que le président Damiba est une personne qui est de bonne foi, mais qui est, je dirais, très mal entouré. Parce que quand on regarde certaines actions, ça peut vous amener à croire que non, le président Damiba en réalité est en train de faire de la politique. C'est ce que ça laisse voir. Mais peut-être concrètement que c'est des choses qui se passent sans que lui-même il ne soit informé. Mais toujours est-il que la responsabilité ne peut que être incomblée à lui-même. Donc je dirais pour moi que le président Damiba doit se réveiller. Parce que les militaires, si les militaires échouent cette guerre-là, nous ne savons pas où nous allons rentrer. Parce que jusqu'à présent, nous ne voyons pas une lueur d'espoir. Nous ne voyons pas ce monsieur que moi-même j'ai connu de par le passé, que j'ai admiré pour sa combativité. Étant donné qu'il est devenu président, je sens que je ne le reconnais plus vraiment. En tout cas, Aminata Rachou, qui est une activiste sur les réseaux sociaux et qui soutient fermement le président Damiba et son gouvernement, a d'ailleurs donc fait un post pour dénoncer effectivement l'entourage du président Damiba. Alors, je dirais pour revenir un peu sur... c'est vrai qu'elle a dénoncé. Moi, je pense que... Oui, on va revenir à vous, monsieur Bandolo. On va revenir à pas vous. de souci. Alors, monsieur Ouedraogo, réaction? Ben, écoutez, moi, je ne pense torpeur. Les partis politiques sortent-ils de leur torpeur? Non, je ne vois pas ça comme ça. Ils ne sortent pas de leur torpeur. Mais je pense que les partis politiques ont joué un rôle ici. Très sage, si je puis m'exprimer ainsi. Et parce que vous savez, le contexte, en fait, ne s'y prêtait pas. D'abord, quand il y a eu le coup de force, que ce soit les OSC, que ce soit les populations, que ce soit les populations civiles, que ce soit les syndicats, comme ce fut le cas au coup d'État de 2015 du général Dianguéré, alors personne n'est sorti. Personne n'est sorti et pour dire non, nous ne sommes pas en fait avec ce coup d'État. Alors donc, et je pense que les raisons qui ont été avancées par le MPSR, à savoir la question sécuritaire d'abord, qui était la première raison pour laquelle ils ont fait le coup d'État, et que, en fait, dans leur programme, c'était en fait la première tâche d'abord à laquelle, en tout cas, ils allaient vraiment s'y investir. Alors, donc, je pense que à ce niveau, ils ont pris au piège les partis politiques parce qu'ils ont, en fait, dans leur communiqué, démontré que les partis politiques ont échoué. Ils ont démontré par A plus B que les partis politiques ont échoué. Mais ce qui est vrai, non? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Les partis politiques n'ont pas échoué. Mais ils sont... S'il y a bien des gens... Les partis politiques sont la cause. Non, les partis politiques ne sont pas la cause. Ils sont en partie responsables. Non, les partis politiques font la politique politicienne. La défense du territoire incombe aux militaires. Alors, donc, on ne peut pas dire que les partis politiques ont échoué pendant que c'est les militaires qui sont sur le terrain pour combattre les terroristes. Non, les partis politiques n'ont pas échoué. Les partis politiques ont joué les partitions en divisant les Burkinabés. Et aussi, eux, parce qu'ils se sont laissés diviser par les partis politiques. La preuve en est que voilà ce que nous voyons actuellement. Nous avons vu des gens de partis politiques qui ont démissionné la veille du coup d'État et qui sont aujourd'hui ministres dans le gouvernement MPSR. C'est des politiciens. Où ils les ont dénichés. Je continue mon raisonnement. Donc, les partis politiques ont observé ces temps. Ils se sont dit non, puisque les raisons qui ont été avancées, si jamais nous sortons pour parler, les populations ne vont pas nous comprendre. Donc, c'était un piège qu'il fallait éviter. Et je pense que les partis politiques ont été très... Certains partis politiques, parce que vous avez vu, il y a des partis politiques qui sont sortis d'abord s'aligner derrière, en fait, le MPSR. Voilà, donc on peut même les citer, on peut les nommer, voilà. Donc, mais les partis politiques qui ne se sont pas prononcés,
qui sont restés observateurs, voilà, ont laissé le temps au temps. Le temps au peuple d'observer lui-même ce qui va se passer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Toutes les promesses qui ont été faites par le MPSR, rien n'a été respecté. Rien n'a été respecté. Moi, je ne vois, je le dis, rien n'a été respecté jusqu'à l'heure où je vous parle. La question sécuritaire, d'abord, qui est la question phare, qui est la préoccupation principale du peuple burkinabé, aujourd'hui, est plus criarde encore que sous l'ère Roch-Marc Christian Kaboré. Alors que c'était ça l'acte fondamental que en fait, le MPSR devrait poser pour convaincre l'opinion nationale de leur arrivée au pouvoir. Ça n'a pas pu être. Alors, on dit aux partis politiques, alors donc de la fermer, si je puis m'exprimer ainsi, de la fermer et de s'asseoir tranquille, de ne pas se mêler en fait de la vie politique du pays. Alors, les partis politiques, je pense que se sont réveillés, ont trouvé que c'est le moment pour eux aujourd'hui de donner de la voix, de s'organiser, de se rencontrer et aussi de donner leur opinion par rapport à la situation nationale. Pas seulement sécuritaire, parce que vous savez, à tous les niveaux, rien ne va, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan sécuritaire. C'est comme si, par exemple, un malheur, je ne sais, est venu d'où, s'est abattu sur le Burkina. Et aujourd'hui, les Burkinabés ne savent même pas à quel sens c'est voué. Et c'est vraiment regrettable. Monsieur Badolo? Non, je suis tout à fait d'accord avec M. Issaka, parce que la situation est tellement difficile qu'aucun Burkinabé ne devrait se taire. Aucun Burkinabé qui aime vraiment le Burkina Faso ne doit se taire face à ce qui se passe dans le pays, face à la gestion même des affaires de l'État. Parce que ça y va de notre survie, ça y va même de la survie même de notre nation. En réalité, je dirais que quand vous regardez la situation, ce qui m'écoeure encore plus, c'est un peu les salaires des ministres qui ont été dévoilés. On va en reparler tout à l'heure, M. Badolo. Voilà. Donc, pour moi, le président Damiba, comme je l'ai dit, peut être animé d'une très bonne foi, mais le fait de se retrouver dans un entourage assez difficile peut donner les résultats que nous avons aujourd'hui. Monsieur Badolo, sans vous couper, non, quand vous parlez de l'entourage du président Damiba, non, on ne peut pas parler de l'entourage de M. Damiba parce qu'il n'est pas venu de manière démocratique au pouvoir pour envoyer en fait des éléments, des lieutenants avec lui et qui ont battu la campagne, qui ont convaincu les populations pour qu'il accède à la magistrature suprême. Il est venu par un coup d'État. Alors donc, les gens dont vous parlez, qui l'entourent, c'est ces mêmes gens qui ont fait le coup d'État avec lui pour qu'il vienne au pouvoir. Donc, c'est pourquoi je dis, partout où on va, nos habitudes et nos caractères nous suivent dans nos valises. Quand je dis cela, c'est parce qu'il n'est pas entouré que de militaires. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a des gens qui soutiennent aveuglement la transition, qui passent leur temps à dénigrer des gens. Je prends l'exemple ici de l'activiste Aminata Racho, qui aujourd'hui soutient corps et âme la transition et taxe les autres Burkinabés qui critiquent cette transition d'apatride et autres, pendant qu'elle-même, elle n'est pas un exemple. Elle n'est pas là pour vous répondre, M. Badolo. Elle a renoncé à sa nationalité. Non, s'il vous plaît, M. Badolo, elle n'est pas là pour se défendre avec vous. Elle n'est pas là pour se défendre. Non. Donc je dis non, c'est des exemples comme ça pour dire que si on n'est pas bien entouré, l'entourage, pour qu'une personne puisse réussir une mission, je prends un exemple, on vous nomme aujourd'hui ministre. Si vous venez et que vous ne cooptez pas les meilleures personnes des différents domaines pour vous accompagner, mais vous allez échouer. Est-ce que vous voyez? Moi, je dirais que ce qu'il faut, ce sont ces conseillers, ce qui fait que la situation n'avance pas, sont ces conseillers tapis dans l'ombre qui veulent juste profiter de ce régime-là pour s'enrichir. Est-ce que vous voyez? Ou pour s'enrichir et même faire partie de ceux
qui vont peut-être faire le choix du futur chef de l'État. Parce que si vous vous entourez des gens qui ont leur carnet et leurs agendas personnels cachés, que vous ne connaissez pas, la gestion va être difficile. Mais c'est à lui d'avoir cette intelligence. Oui, justement. C'est pour ça que moi, j'attire son attention. Je lui dis qu'il est temps pour lui de se réveiller. Moi, je n'ai rien contre la tradition parce que nous voulons tous le bien de notre pays. Mais ce sont les agissements que nous dénonçons. Aujourd'hui, quand on voyait des ministres, bon, comme vous dites que nous allons revenir sur le salaire des ministres. Bien sûr, on va en reparler tout à l'heure, monsieur Abraham Badolo et monsieur Isiaka Ouedraogo. Alors, vous convenez également, on passe directement au prochain sujet. Alors, c'est le journal Le Reporter qui l'a révélé. Alors, les ministres sur le plan salarial n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis donc du peuple burkinabé. Les ministres du gouvernement Albert Ouedraogo touchent même plus que les ministres de l'ancien gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré, et certains même pensent que c'est encore plus que l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré. Alors, salaire des ministres du gouvernement d'Amiba, trop de perçus. Alors, beaucoup de questionnements. Alors, monsieur Isiaka Ouedraogo, quelle est votre réaction? Bon, vous savez, ma réaction ne peut être que négative avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais à entendre ou à écouter le secrétaire général du gouvernement, qui a expliqué cette révalorisation par le fait que, d'abord par l'inflation, ça c'est ce qui est grave, je vais venir aux commentaires, et aussi de par en fait le caractère légal de la révalorisation. Sur le caractère légal, c'est vrai, c'est juste. La révalorisation est normale dans la mesure où, sous Roch Marc Christian Kaboré, les fonctionnaires, les agents de l'État les salaires ont été revalorisés. Mais les hauts fonctionnaires de l'État, comme le Premier ministre, les ministres et les présidents d'institutions, n'ont pas eu de hausse de salaire, n'ont pas eu de révalorisation. Alors donc, je pense qu'ils se sont référés à l'article 19 de la charte de la transition. Voilà, qui stipulait cela. Je pense que si on se réfère à la légalité, il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait. Là, on ne peut pas en fait dire que c'est illégal. Ce n'est pas du tout illégal. Mais sur le plan moral. Mais maintenant, sur le plan de la décence, est-ce que c'est décent? Est-ce que, parce que moi franchement, je me demande si en fait, avec ça, et des ministres comme Bilogo, par exemple, le ministre Bilogo peut dormir avec ça, avec une conscience tranquille, au vu de tout ce qu'il disait, en fait, il faisait comme commentaire sur, en fait, l'ancien régime. Voilà, je prends l'exemple sur lui. Et même le ministre Bassolma, même chose, parce qu'on a vu le ministre Bassolma a même dit, les audios la vidéo passe, et il disait non, on ne peut pas augmenter même le prix de l'essence comme ça. Bon, donc voilà. Mais aujourd'hui, eux, ministres, des ministres illégaux, moi je le dis et je m'assume, illégaux, qui ne sont pas venus par la démocratie, qui sont venus par un coup d'État, des ministres de coup d'État, aujourd'hui qui viennent s'octroyer tous ces privilèges. Ce n'est pas honorable. Non, ce n'est ni honorable, ni décent, et ni moral pour moi. C'est pas du tout, non, c'est pas du tout ça. Et surtout, dans un contexte actuel où nous avons en fait peut-être le tiers de nos populations aujourd'hui, sinon même la moitié de nos populations. Si je dois prendre par exemple les déplacés internes, ajouter à ceux-mêmes qui vivent chez eux, qui ne sont pas touchés d'abord par l'effet terrorisme, qui ne mangent pas 2 repas, peut-être à la limite même 1 repas par jour. 1 repas par jour, je pense que c'est vraiment regrettable, c'est inimaginable. Et je pense que quand des personnes, des dirigeants soucieux de l'avenir de leur pays et du devenir de leur pays ne peuvent pas agir de la sorte. Monsieur Badolo, moi je dirais que c'est... Ce sont des ministres quand même. Je dirais que c'est une insulte. Un ministre, ce n'est pas n'importe qui. Vous savez... Il incarne toute une nation. Je vais vous dire une chose. Et j'ai l'impression que
quand on vous nomme ministre ou quand l'État vous Il y a un fait minimum. appel. Non, écoutez-moi. Je ne parle pas Je vous écoute. des privilèges, en fait. Je vais vous dire une chose. Oui. Damiba est venu à l'issue d'un coup d'État. Il a évoqué certaines raisons. Quand on parle de sécurité, de restauration du territoire et autres là, on ne peut pas venir et permettre à vos collaborateurs de vouloir vivre comme si nous étions dans un état normal ou dans un régime normal. C'est d'abord là le problème. Et d'abord, je crois qu'avant que Damiba ne nomme ses ministres, il les a tous appelés, il les a tous consultés et il les a tous détaillé la gravité de la situation. Pourquoi il y a eu le coup d'État? Pourquoi il a fait le coup d'État? Donc, à travers d'abord ces différentes rencontres-là, il devrait faire comprendre à chaque ministre que la situation est tellement difficile que vous n'aurez pas les mêmes privilèges que si vous étiez dans un gouvernement normal. Parce que nous avons des déplacés internes qui ont besoin d'être nourris. Nous avons des militaires qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'être galvanisés à travers des primes. Nous avons besoin de moyens conséquents pour pouvoir armer notre armée de matériel plus efficace. Et à l'issue de cela, il dirait que je veux des hommes pour servir le Burkina Faso et le peuple Burkina Faso et non des hommes qui vont venir pour s'enrichir et se servir dans ces moments difficiles. Et pour conclure, il dit que j'ai lu votre CV, je veux que vous fassiez, je veux que vous intégrez mon gouvernement, mais pour cette fois-ci, cette situation exceptionnelle, je vous propose comme salaire la somme de 500 000 francs. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et si la personne n'est pas prête à se sacrifier, à mettre ses compétences au service de son pays, au service de sa nation, une nation qui est chaque jour endeuillée, une nation qui est chaque jour attaquée, une nation où il y a des gens qui n'ont pas 2 repas par jour. Si cette personne n'est pas prête à se sacrifier pour sa nation, qu'ils disent clairement au chef de l'État et que le chef de l'État trouve une autre personne. Parce que les qualificatifs, il y en a. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent bien faire le travail, qui peuvent bien jouer le rôle de ministre. Je vais vous dire une chose. Pour moi, c'est une véritable insulte à l'endroit du peuple burkinabé. Parce que la situation n'est pas une situation normale. Ah non! Il y a eu combien de morts qui ont amené le MPCR à réagir, à faire le coup d'État? Et jusqu'à présent, le Burkina Faso continue d'être endeuillé. Il y a combien de plaintes? Chaque jour que Dieu fait, nous avons de nouveaux déplacés. Et vous venez à travers un coup d'État, vouloir vous asseoir dans vos ministères et percevoir plus que ce que même les autres dans une démocratie normale percevaient. Est-ce qu'on appelle ça du patriotisme? Est-ce qu'on appelle ça aimer son pays? Parce que quand on aime son pays, on vient servir et non se servir. Et moi, je vais reprocher cela. Je ne peux pas ne pas accuser Damiba, celui qui a fait ses choix. Si aujourd'hui, on voit des jeunes comme nous, les Lionel Bilgon qui étaient là, qui étaient très critiques vis-à-vis de l'ancien régime aujourd'hui, qui tentent de justifier cette forfaiture sans honte, il y a un problème. Il y a un problème. Vous n'êtes pas dans une situation normale. Aujourd'hui,
Donc, maintenant, attends, c'est décourageant. Nous, société civile et chefs d'entreprise, malgré que la crise économique est difficile, qui continuent à nous serrer les ceintures pour pouvoir venir en aide aux différents déplacés, qui continuent à appeler, à chercher des partenaires pour pouvoir nourrir ces différents déplacés. Quelle image nous allons donner même à nos partenaires à l'étranger? Oui, ça c'est votre engagement personnel. Voilà, c'est pour vous dire que c'est décourageant. Et moi, je pense qu'il faudrait que le président d'Amiba réagisse rapidement face à cela. Oui. Je ne peux pas admettre que pendant que nous sommes dans un pays où il y a des déplacés, où les mêmes déplacés n'ont pas les 2 repas par jour, des ministres puissent venir percevoir un tel montant. Et pire, pendant ce temps, nos FDI qui sont jour et nuit sur le terrain, d'autres même peinent à avoir leur prime. Et donc, ça veut dire que si les militaires, les ministres doivent toucher de telles sommes, il faudrait qu'on augmente le salaire des fonctionnaires burkinabés, parce que la crise est difficile, la situation économique est difficile. Il faudrait également qu'on double également les primes des FDS qui sont sur le terrain par 3, pour que nous soyons juste et équitable. Sinon, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, monsieur... Je voulais juste ajouter quelque chose, parce que là, quand le secrétaire général du gouvernement a aussi justifié cette révalorisation par, en fait, l'inflation, alors, donc, je dis, mais c'est très grave. C'est comme si l'inflation, en fait, ne touche pas les autres couches sociales ou bien les autres fonctionnaires de l'État. Et la rivalisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, en son temps, sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, en fait, concernait en fait, un certain nombre les magistrats, les professeurs d'université, les chercheurs et autres. Voilà. C'est eux qui ont, en fait, c'est eux qui ont eu cette révalorisation. Mais si maintenant, avec l'inflation, comme ils ont justifié cette révalorisation par l'inflation, alors donc je pense que, bon, et si tout le monde doit en fait demander cette révalorisation, je me demande où nous allons rentrer. Parce que n'oubliez pas aussi que le Burkina, au niveau de l'UEMOA, nous sommes le pays en fait qui dépense plus. Hein. Voilà, nous avons dépassé en fait les normes de l'UEMOA. Le Burkina, nous avons dépassé les normes de l'UEMOA. Est-ce qu'en continuant comme ça, on ne va pas avoir des problèmes avec les autres pays en fait de l'UEMOA? Merci, monsieur Isiaka Ouedraogo du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Une autre étape à cette émission, cette Afrique du jour. Le Mali, toujours sous le feu des projecteurs. Le pays de Assimi Goïta a décidé de quitter le G5 Sahel. Un coup dur pour les pays membres, puisque le président du Niger a même déclaré que si le Mali quitte définitivement le G5 Sahel, cela donc marque la mort totale de cette institution. Alors, réaction avec vous, monsieur Isiaka Ouedraogo, le Mali encore qui se fait montrer. Ben, je pense que c'est une décision courageuse de la part des autorités maliennes. Et c'est une situation regrettable, très regrettable, et je pense que les chefs d'État africains et qui sont dans le G5 Sahel n'ont pas du tout été solidaires du Mali. D'abord, en commençant par les propos désobligeants du président Bazoum, et sur la junte militaire, et qui a passé tout son temps à fustiger en fait le régime militaire malien. Et je pense que ce soit lui, que ce soit son ministre des Affaires étrangères, ils ont passé tout leur temps à un moment donné, bien sûr, avec la bénédiction en fait de la France, et à mettre chaque fois le Mali, en tout cas, mal à l'aise. Et il y a ça, il y a aussi le fait que cette injustice que nous a imposé justement notre maître, si je puis m'exprimer ainsi, notre maître ou notre demi-dieu qui est la France, en fait, qui en fait joue un double jeu. Parce que on a comme l'impression que quand il s'agit du Tchad,
Alors, donc là, le Tchad, c'est le bébé le bien gardé, en fait, de la France. Mais quand il s'agit du Mali, alors donc c'est l'enfant bandit de la famille qu'il faut, en fait, vraiment châtier. Donc, vous voyez, ce double langage entre les États, ça ne peut pas amener nos pays de la sous-région à s'entendre sur un idéal bien précis. Alors, donc, je m'en vais tout de suite vous dire que même le Tchad, par exemple, n'a pas du tout été solidaire aussi, en fait, du Mali. La présidence, en fait, du G5 devait revenir au Mali. Alors, le Mali a écrit. Le Mali a épuisé toutes les procédures normales. Jusqu'à se convaincre qu'ils ne veulent pas leur donner la présidence du G5 Sahel. Tout ça, justement, à cause de la France. Mais tant que nous, pays africains, tant que nous n'allons pas, en fait, laisser la France et nous entendre entre nous, avoir cette, en fait, relation inter-État, inter-armée entre nous, nous organiser en Africains, pour régler nos problèmes à l'Africain, nous n'allons jamais nous en sortir parce que tant que nous allons en fait travailler sous la houlette en fait de la France, nous n'allons jamais être des pays libres, nous n'allons jamais nous en sortir parce que la France ne cherche pas à nous unir, la France cherche à nous désunir parce qu'en nous unissant, ça ne fera pas l'intérêt de la France, c'est dans la désunion que la France aura en fait son bénéfice. Oui, monsieur Abraham Badolo, avec le départ justement du Mali du G5 Sahel, est-ce que cela, comme le président nigérien l'a dit, est-ce que cela va marquer la mort du G5 Sahel? Est-ce qu'il faut sauver cette organisation? Bon, de mon point de vue, cette organisation m'était inutile, vu que... Elle était inutile. Oui, parce qu'elle n'a jamais fonctionné en tant que telle. C'était des rencontres, mais sur l'opérationnel, on ne voyait rien en réalité. Et pour moi, c'était prévisible. C'était prévisible parce que vous savez que, d'abord, le G5 Sahel est une idée de la France, de regrouper ces 5 pays. Et c'est la France encore qui a défendu le dossier au sommet des Nations Unies par rapport à la création de cette force-là. Et la France était considérée comme le maître même de cette force en fait. Parce que vous avez vu que tous les équipements et financements et autres devait se faire sous vraiment un regard très important de la France. Vu le fait que le Mali ait opté pour la solution russe, il était déjà prévisible que le Mali allait forcément quitter le G5 Sahel. Maintenant, moi, mon souci est que ce sont les conséquences. C'est les conséquences que nous devrons déjà chercher à analyser et à anticiper. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Mali n'est plus obligé, par exemple, de collaborer ou de donner des informations militaires avec le Burkina Faso. Étant donné que nous sommes toujours sous la bannière de la France. Donc, ce qui veut dire que pendant que le Mali sera en train d'accentuer ou de mener des opérations pour libérer leur territoire, ils vont faire ces opérations sans nous associer. Et sans associer les autres pays qui ne sont plus, qui composent le G5 Sahel. Donc, ça veut dire que nous avons intérêt rapidement, le Burkina Faso, le Niger et les autres pays, à nous unir, à trouver une stratégie de combat rapide pour pouvoir parer à toute éventualité. Parce que ces terroristes, quand ils vont vouloir se replier, forcément, ils iront vers les pays faibles. Est-ce que vous voyez? Et nous savons tous aujourd'hui que le Burkina Faso a toujours été le maillon faible du G5 Sahel. Donc, ça veut dire, à l'heure actuelle, les militaires, le président de l'Allemagne doit être en train de réfléchir à une stratégie de défense de toutes ces zones-là pour pouvoir
contrecarrer et parer à toute éventualité parce que les moments, c'est-à-dire les mois à venir, je dirais les mois à venir, les semaines à venir, vont être plus difficiles même pour le Burkina Faso. Parce que vous savez qu'au Niger, la convention entre l'État nigérien et les Français est claire. Le président Bazoum a décidé de collaborer officiellement avec les Français. Ça veut dire de telle sorte que les Français même peuvent mener des opérations de sécurisation sur leur territoire à tout moment, sans qu'il y ait trop de protocoles en fait. Et nous, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de coopération claire avec les Français. Nous ne savons pas quelle est la stratégie que le président Damiba va adopter pour pouvoir... Parce qu'à ce jour, il nous faut un partenaire clair. Si le président décide de travailler avec les Français, qu'il soit clair et libre de le dire au peuple burkinabé et d'assumer ses choix. S'il se rend compte également que les Français ne sont pas la solution au Burkinabé, au problème du Burkina, qu'il soit en mesure clairement de le dire au peuple burkinabé pour que nous puissions aller vers des partenaires compétents et crédibles qui vont nous aider vraiment à quitter cette crise-là. Parce qu'à ce jour, nous avons besoin de satellites. Vous avez vu qu'au Mali, à l'heure actuelle, ils utilisent des satellites russes pour traquer même les terroristes partout, jour et nuit. On a besoin d'un partenaire qui va vraiment collaborer clairement avec nous, qui va mettre les moyens à notre disposition pour qu'on puisse vraiment récupérer tout le territoire. Oui, M. Ouedraogo, réaction, pas de réaction. On passe tout de suite à notre dernier sujet. Au plan national, on pourra le dire ainsi, sale temps pour les sociétés minières canadiennes au Burkina. Après l'inondation de la mine de Perquois dans la province du Sanguier, où d'ailleurs les 8 mineurs n'ont toujours pas été retrouvés alors que la deuxième chambre de refuge a été ouverte. C'est Houndé Gold Operation, une autre société minière canadienne qui a été saccagée par des orpailleurs. Et les dégâts sont très énormes. Alors pourquoi ces actions, particulièrement à l'endroit des sociétés minières canadiennes au Burkina? Non, je pense qu'il ne faut pas aussi spécifier particulariser. Comme ça, particulariser. Il faut pas. Non, voilà, c'est presque toutes les sociétés minières en fait qui rencontrent des difficultés. Alors donc, quand vous prenez par exemple Inata où on a tué sauvagement nos 53 gendarmes, quand vous prenez Boungou dont le convoi a été attaqué, quand vous prenez par exemple Essakan qui est carrément isolé à nos jours, on ne peut plus aller à Essakan par la voie terrestre, il faut carrément, obligatoirement par la voie aérienne. Alors donc vous avez en fait c'est une situation généralisée. Voilà, c'est une situation généralisée à laquelle justement il faut que en fait l'autorité trouve en fait une réponse, parce que vous savez que l'économie en fait nationale se repose en grande partie sur en fait l'exploitation de l'or, parce que je pense que c'est le premier produit exporté à nos jours du Burkina. Voilà, donc je pense qu'il faut mettre vraiment l'accent sur ce secteur et il faut sécuriser ce secteur, parce que vous savez que c'est un secteur, quand on parle d'or, vous savez, c'est un secteur qui attire, parce que bon, du fait justement des gains qu'on peut y avoir, voilà, mais je pense qu'il ne faut pas particulariser en fait. Oui, mais justement, M. Ouedraogo, mais quand des citoyens à visage découvert s'en prennent de cette façon, oui, les biens d'une société. Non, mais je suis d'accord, mais vous savez, justement, je pense que d'abord, ça c'est de l'incivisme. C'est de l'incivisme. Et moi je dirais que... C'est la faiblesse de l'État? Je dirais même qu'au-delà de l'incivisme, même c'est du terrorisme. C'est du terrorisme parce que c'est pas... Vous savez, c'est que nous, quand on parle de terrorisme, on dit voilà, les terroristes, en fait, c'est ceux-là qui prennent les personnes non identifiées, qui prennent des armes, qui tuent leurs frères, voilà. Mais ça aussi, c'est une forme de terrorisme. Vous savez, le terrorisme a plusieurs formes. Ça, c'est une forme de terrorisme dans la mesure où, voilà, en fait, des gens et une entité de personnes bien définies, en fait, qui s'entraînent à une cause nationale, parce que toujours est-il que la mine c'est une cause nationale, parce que c'est l'autorité, c'est l'État qui a donné en fait cette licence à la mine
pour y extraire de l'or, justement, et nous percevons aussi en fait une contrepartie. Et je pense que, en fait, une entité de personnes bien définie ne peut pas aller saccager le bien de toute une nation. Ça, c'est du terrorisme. Ça, c'est pire même que du terrorisme. Et je pense que ces personnes doivent être arrêtées et traduites devant la justice et châtiées à la hauteur, en fait, de leur forfait. Alors, Monsieur Badolo? Je suis d'avis avec M. Isiaka, c'est vraiment de l'insérisme parce que vous savez que la mine a un contrat avec l'État burkinabé. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que, ça veut dire, moi, si à Rio, il y a une mine et qu'une société minière s'installe à Rio, la mine, même si elle est à Rio, appartient à tout le peuple burkinabé. Nous avons l'impression que quand une société minière s'installe dans une zone ou une région, les gens et les habitants de cette zone pensent qu'ils sont les seuls propriétaires. C'est ce qui a amené la situation de Houndé. Au-delà de la forfaiture très condamnable, est-ce que ces gens-là ont pensé aux conséquences? Parce que ce sont des Burkinabés qui travaillent là-bas. Quand une mine s'installe au Burkina Faso, quels sont les premiers bénéficiaires? Ce sont les Burkinabés. Allez-y voir dans toutes les mines du Burkina, il y a combien d'expatriés? Ils ne sont pas nombreux. Est-ce que vous voyez? Donc je dirais que c'est de l'incivisme et ça démontre encore, une fois de plus, la faiblesse de nos États. Parce que la mine a un contrat avec l'État burkinabé. Et un contrat qu'elle honore. Donc, l'État également, étant donné qu'elle a un contrat avec la mine, doit travailler à éviter ce genre de situation à la mine. Parce qu'en réalité, quelle image nous donnons du Burkina Faso à l'international? Parce que nous qui sommes des opérateurs économiques, ça va devenir difficile de pouvoir convaincre des investisseurs de venir investir au Burkina Faso. Parce que ce qui s'est passé à Houndé a été relayé par plusieurs médias. Pendant que nous sommes dans une situation et un contexte difficile, où nous avons besoin de partenaires, nous-mêmes nous travaillons même à nous mettre encore dans la merde. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui, on vous comprend très bien. Donc l'État est vraiment interpellé. Il faudrait que l'État travaille à ce que de telles choses ne se reproduisent plus au Burkina. Parce que c'est une honte même pour l'État. C'est comme si on était dans une forêt sans loi. Nous ne sommes pas dans une jungle. Même dans la jungle, il y a la loi. Parce que est-ce que vous voyez? Les plus forts qui commandent. Les puissances ne sont pas les mêmes même dans la forêt. Des gens ne peuvent pas incendier des biens d'autrui sans conséquence. D'accord. Allez, merci beaucoup. On a compris. Nos invités du jour étaient M. Isiaka Ouedraogo à ma gauche, il est le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. À ma droite, M. Abraham Badolo de l'Alliance pour la défense de la patrie. Cette émission arrive à son terme. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. On se donnera rendez-vous une autre fois, bien sûr, avec nos autres chroniqueurs qui se feront le plaisir de nous rejoindre sur ce plateau de la chaîne africaine de télévision à l'émission 7 Afrique. Merci une fois de plus de nous avoir suivis et à très vite sur la LCA. Au revoir.